Bonjour à tous et bienvenue pour la dernière conférence de la matinée avant de passer à table. Mais avant de se remplir l'estomac de bonne nourriture, j'allais dire gratuite mais bon c'est pas le cas, de bonne nourriture, on va se remplir la tête de plein de nouvelles notions. On a eu plein de super conférences ce matin sur des nouvelles manières de faire, autant sur des nouvelles manières d'optimiser son code que des manières de programmer en web. Et bien on va revenir un petit peu sur le web avec l'un des 3 langages majeurs du web, le JavaScript. Vous savez que c'est quelque chose qui évolue très souvent et il y a des versions toujours en préparation. Donc c'est toujours intéressant de savoir, surtout en JavaScript, ce qui va arriver dans les standards à venir. Eh bien, qui de mieux pour vous parler des évolutions de JavaScript que quelqu'un qui a codé en JavaScript, je cite, depuis JavaScript. C'est une personne qui a fait sa 150e conférence avant de faire cette conférence-là. Ça va être sa 151e conférence, mais je compte sur vous pour l'accueillir comme si c'était sa 150e conférence. Donc, quoi de neuf dans JavaScript dans les années à venir, dans ES 2026 ? Présenté pour vous par Christophe Porteneuve. Bonjour Nantes. Ça va bien? Il m'a donné une idée, Tristan, je le fais jamais, mais c'est une belle salle, vous êtes beau. Alors dans le bon sens, sinon c'est complètement débile. Voilà, hop, on bouge un peu, je sais, encore un peu de temps avant le déj. Oh, quelle énergie, pas du tout. Alors, ouais, moi aussi, tu crois quoi? Et moi, je suis là, moi, je taffe là. Alors, bonjour, merci à vous d'être là, merci à DevFest. Est-ce qu'on peut juste faire un tonnerre d'applaudissements pour les organisateurs de cette conf qui est extraordinaire? Et je ne sais pas combien d'entre vous en bénéficient là maintenant. Énormément de gens en bénéficieront via l'alimentation du sous-titrage dans les replays des vidéos. Un tonnerre d'applaudissements pour des gens qui font un travail extraordinaire chez Le Messageur pour les sous-titrages. Et qui galèrent en général avec Metalk. Parce que ça va très vite et il y a énormément de jargon, mais on leur envoie quand même les trucs avant. Alors bonjour, je m'appelle Christophe, effectivement, je fais des confs depuis extrêmement longtemps. Je crois que ma première conf, c'était en novembre 97, le jour de mes 20 ans, car je suis vieux. Et voilà, je fais effectivement de JavaScript depuis JavaScript, à titre pro. Certains d'entre vous me connaissent ces 13 dernières années, jusqu'à l'année dernière. J'avais ma boîte, ça s'appelait Digital Insights, on faisait beaucoup de formations, beaucoup de talks. Depuis décembre dernier, j'ai rejoint une boîte encore plus cool qui s'appelle Doctolib. J'en parle juste 2 secondes. Doctolib, si vous pensez que c'est juste une appli de résa de rendez-vous médicaux, eh bien, vous avez tout faux. Vous voyez 3% de la pointe de l'iceberg. C'est un OS de santé. Il se passe 1 milliard de choses dedans. On a des challenges de dingo. Allez voir le stand, venez nous en parler. C'est une super boîte. Et on a énormément de choses géniales à faire. Ces slides sont en ligne. Vous aurez le lien à la fin. La présentation est interactive. Vous pouvez faire plein de trucs avec, etc. Alors, pour commencer, JavaScript ou ECMAScript, petit rappel là-dessus. Il y a un truc qui s'appelle l'ECMA, la European Computers Manufacturers Association, qui est en gros un organisme de standardisation comme l'ISO, le TC39, le Watt Working Group, etc., W3C et tout. Et ES, c'est donc ECMAScript, c'est le nom officiel du langage, c'est le standard, essentiellement parce que JavaScript est une marque qui à l'époque appartenait à Netscape, qui ensuite a appartenu à Sun, qui aujourd'hui appartient à, accrochez-vous bien, Oracle, où les technologies vont pour mourir. Et le truc, MySQL, et ça a même failli être le cas de Java. Pas de bol. J'ai arrêté quand même avec ça. Et des décisions marketing horribles qui font qu'ils ont renommé ce qui n'aurait jamais dû s'appeler JavaScript en JavaScript. Et du coup, tu as une RH sur 2 qui, quand tu es fort en JavaScript, te propose un poste de Javaïste, ce qui est toujours extraordinaire. Et là-dedans, il y a un truc qui s'appelle le Technical Committee 39, le TC39. C'est eux qui sont en charge de faire avancer un standard qui s'appelle l'ECMA 262, c'est ECMAScript, c'est JavaScript. INTL, qui en fait partie, JSON, etc., les source maps, qu'on a fait un standard et tout ça. Si ça te saoule que Oracle et JavaScript et n'en fassent rien, à part un compte Twitter qui s'appelle JavaScript officiel et où chaque fois qu'ils tweetent un truc se font défoncer,
Il y a en ce moment, hein, vous avez un lien, une vraie pétition avec un vrai procès, sans doute, qui va être intenté à Oracle pour délit d'abandon de marque, puisque toutes les conditions standards du mésusage ou de l'abandon de la marque au sens du droit US sont remplies. Et tu peux effectivement les aider à financer ce truc légal. Peut-être qu'ils vont arrêter de tenir cette marque comme des cons et qu'on va pouvoir arrêter de dire ECMAScript, alors qu'en fait, c'est JavaScript, quoi. Comment est-ce que le TC39 fait pour faire avancer JavaScript? Pour le coup, depuis 2015, ils ont un process extrêmement... 2015, ça va faire 10 ans. Juste pour ceux qui ne sont pas encore bien au point sur ES6, ça fait 10 ans. On se remue les doigts. Hein. Si tu fais des container queries et que tu continues à faire le JavaScript de papa, il y a une dissonance cognitive sur ta veille techno. Donc ils font des réunions bimestrielles, donc tous les 2 mois. C'est totalement transparent. Et il y a une version annuelle, donc tous les ans. C'est des sprints d'1 an. Tous les ans, on gèle le périmètre à peu près. Il y a un feature freeze en janvier ou en mars. Et ensuite, ça percole doucement jusqu'en juin où il y a la version officielle. Tout ça est totalement public sur GitHub. N'importe qui peut regarder, n'importe qui peut contribuer. Et il y a 6 stades dans ce processus-là. Le stade 0, le strawman, c'est vraiment littéralement, tu as levé le doigt et tu fais « Hey, si on avait un opérateur licorne, hein, le vrai emoji licorne, ça serait génial !» Et pourquoi pas, tu fais un dépôt GitHub aujourd'hui, tu fais un readme, machin, tu fais « Alors voilà, ce serait super et tout ». Techniquement, tu es au stade 0. Ensuite, il faut trouver un membre du C39, un des membres permanents, une quarantaine de personnes en gros, pour être le champion de cette proposition et qui va la présenter lors de la prochaine réunion du comité pour voir si oui ou non on s'en occupe. Je ne te cache pas que l'opérateur licorne, c'est pas gagné. Mais il y a un nombre de trucs incroyables. Dans ce stade 1, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Il y a des trucs qui n'ont jamais avancé, qui ont été proposés il y a perpète. Il y a des trucs, il y a des trucs assez exotiques. Le vrai truc important, c'est Stade 2. Gérard Holt, pour les plus vieux d'entre vous. Stade 2, tu as vraiment énormément bossé et tu as ce qu'on appelle le spec text, qui est un formalisme, tu vas le voir, qui est conçu vraiment pour les implémenteurs, pas pour trop les développeurs, les implémenteurs des moteurs JavaScript. Et ça couvre vraiment tous les aspects critiques de la spec, les cas à la marge, etc. Machin. Et là, quand tu arrives au stade 2, en général, des trucs comme Babel ou TypeScript, ils commencent à regarder. Tu vois, éventuellement proposer un polyfill ou autre, ça vaut le coup de se pencher dessus. Tu as de bonnes chances. La marge du stade 1 au stade 2 est quand même vachement élevée. Il y a un truc, crois-le ou non, qui est sorti en février dernier, le stade 2.7. Pourquoi 2.7 ? C'est une histoire à part entière, on n'a pas le temps. Mais c'est un truc de fou. On a échappé à des trucs 100 fois pires. Genre 2.62, puisque c'est le standard ECMA 262. Tu vois. Et ça, c'est en gros, ça veut dire que la spec et l'API, c'est tout fini. Il manque juste les tests. Il y a une suite de tests qui s'appelle la test 262 qui permet de conformer à un moteur JavaScript et les tests ne sont pas finis. Et ça a été inventé cette année notamment pour une propale qui s'appelle Shadow Realm et il y a de nouvelles propales maintenant qui sont à ce stade-là. Stade 3, ça y est, tu as écrit tous les tests. Donc les implémenteurs peuvent en confiance implémenter ton truc. Et stade 4, il y a 2 implémentations natives dans la nature. Observe bien ce qui se passe. Ce n'est pas encore officiel, c'est déjà nativement implémenté par 2 moteurs. En général, V8. Et de l'autre côté, soit SpiderMonkey, qui est le moteur de Firefox, soit JavaScript Core / SquirrelFish, qui est celui de Safari. Plus souvent Firefox que Safari. On sait tous que Safari, question JavaScript, PWA, tout ça. Mais par contre, question CSS, voilà. Et donc ce truc-là, une fois qu'il est stade 4, tu sais qu'à la prochaine version officielle, prochain gel, il y est. Il est officiel, mais il est déjà utilisable en vrai. C'est assez sympa, c'est un peu l'inverse de CSS. En général, CSS, on attend que ce soit officiel, ça devient baseline et tout. Là, en général, quand c'est officiel, en fait, en vrai, tu l'as déjà dans Node et machin. C'est vraiment ce qui se passe. Un petit rappel rapide quand même, rassurez-vous, pas long, parce que le mec, il m'a menti, il a dit 2026, on va parler d'avant. Il y a quand même 2-3 petites choses qui, à mon sens, n'ont pas été assez sous les projecteurs des articles de veille, là-dessus. Alors, full disclaimer, j'adore les expressions rationnelles. Et je vais bien. Donc il y a un certain nombre de choses autour des expressions rationnelles qui, comme leur nom l'indique, sont rationnelles, contrairement à la tête qu'on fait la première fois qu'on en voit une. Et donc, voilà, soyez pas surpris, il y a des petits trucs par rapport à ça. Par exemple, il y a un truc en 2020 qui est sorti. 2020, elle est merveilleuse. On avait vraiment tout le temps de se pencher sur les nouveautés de JavaScript, assis dans notre salon. String match all. Alors, qui a déjà utilisé string.match ? Bah oui.
Allez, bonus point, qui est déjà utilisé à l'envers, la regex cachée dans un coin, qu'on ne recompile pas à chaque fois, et j'ai utilisé exec. Ah, vous êtes des beaux gosses, hein. Et vous savez peut-être que vous avez peut-être déjà fait des groupes, hein, vous avez peut-être déjà fait des trucs avec des parenthèses, et si vraiment vous êtes des beaux gosses, vous les avez même nommés, parce que depuis 2018 on peut les nommer, ce qui est vachement moins casse-gueule que « Ah, j'en ai rajouté un, il faut que je décale tous les autres numéros derrière », ce qui marche jamais. Et vous avez peut-être remarqué que quand tu fais une regex globale avec des groupes, raté en fait, hein, tu n'auras pas les groupes, tu n'auras que les strings complets, et donc c'est un peu, tu dois choisir entre, tu vois, bon, tu peux pas tout avoir, quoi, le beurre et l'argent du beurre et tout. C'était chiant, hein, il fallait faire des trucs chelous avec des regex sticky, des index et tout. On a Matchall, enfin, Matchall te renvoie un itérator, et tu as le beurre et l'argent du beurre. Tu as tes groupes et tu as toutes les correspondances. Voilà, donc sachez-le, c'est super cool si tu as besoin. Pareil, vous connaissez peut-être les promesses. Alors, ça se dit pas promise. Je suis un connard d'ayatollah là-dessus. C'est un I court et un S dur. Ça se dit promise. Mais en plus, on a un beau mot en français, promesse, pour une fois. Je t'en veux pas si tu dis pas fermeture lexicale au lieu de closure, tu vois. Mais promesse. Et tu connais sûrement Promise All, hein, qui est le combinateur le plus utilisé il y a depuis 2015, Promise Any éventuellement, enfin Promise Race, pardon. Et on a en fait, en 2020-2021, on a eu les deux combinateurs manquants. On a eu Promise All Settled, qui ne court-circuite sur rien, il va au bout de toutes les promesses et il te renvoie un tableau de leurs accomplissements, donc, enfin de leurs établissements, donc est-ce qu'elles ont été, elles ont rejeté, c'était quoi l'erreur, elles se sont accomplies, c'était quoi le résultat. C'est pratique quand, par exemple, je sais pas, tu fais un test runner et tu lances les tests en parallèle, et évidemment, tu vas attendre qu'ils aillent tous au bout, peu importe qui marche ou qui marche pas. Et tu as promise.any, qui est vraiment le plus rapide, gagne. Mais par contre, on court-circuite sur le premier succès. D'accord ? Sinon, on va avoir tous les rejets. C'est un peu l'inverse de Promise All, qui court-circuite sur le premier rejet, sinon tu as tous les succès. Hein. Donc c'est comme ça, ça couvre tous les angles, en fait. Hein. At, qui connaît at ici? Vous avez vu comme il n'y a personne? Vous savez, je sais pas, il y a des rubistes ou des gens dans des langages sympas où il y a des index négatifs qui partent de la fin. Tu sais, c'est vachement bien, crochet -1, hop, t'es à la fin, tu vois. Alors que nous, en JavaScript, pendant longtemps sur les tableaux, hein, tu peux faire slice avec -1, tu peux faire splice avec -1. Tu peux pas faire crochet avec -1, parce que crochet, c'est un opérateur générique en JavaScript, qui s'appelle l'indexation indirecte. Il a une sémantique universelle, qui est, si la propriété existe, on la prend, sinon, undefined. Et le fameux undefined is not a function. Et pendant un moment, tu pouvais faire un Google Trend undefined is not a function pour mesurer la popularité de JavaScript. True story, hein. C'était ouf. Et avec TypeScript, évidemment, moins le cas. Tu peux pas faire crochet -1. Donc, on faisait des trucs vraiment dégueux. Tu as vraiment l'impression d'être avec ton silex. Mon tableau crochet, mon tableau.length -1. Chaque fois que tu le fais, tu meurs un peu à l'intérieur. Tu sais, et un dauphin meurt quelque part. Et donc, avec at, sur n'importe quel itérable indexé natif, donc en gros les strings, les tableaux, etc., ça marche, quoi. At -1, at -2. Le pénultième, at -3, antépénultième, et j'ai mis antépénultième dans une conf. Voilà, ça c'est fait. On a des modifs de tableau par copie. L'API des tableaux, elle est un peu chelou. Il y a un certain nombre de méthodes qui sont mutatives, pas toujours celles qu'on croit. Par exemple, sort est mutatif, mais concat ne l'est pas, alors que dans beaucoup de trucs, concat est mutatif, etc. En tout cas, des fois, voilà, tu voulais faire un sort ou un reverse ou le fameux truc, genre je veux exactement le même tableau, sauf à la cellule machin que je veux remplacer. Et c'était dégueulasse, tu faisais un concat, .concat, ou tu faisais des spreads chelous ou n'importe quoi. Et on a enfin des versions non mutatives de ça. La propale s'appelle Changearray by Copy. Et donc, on a to reversed, to sorted, to spliced, et mon chéri, with, hein, qui est, je veux exactement ce tableau-là, sauf qu'à la position 4, il y aura ça. Et ça te crée un tableau dérivé proprement. Et ça change pas mal. S'il y en a qui ont fait du Redux et tout, et qui faisaient leur spread à la main et leur bidule et leur machin parce qu'ils ne disaient pas ils meurent. Même dans les docs de React, hein, tu vois des exemples comme ça où ils le font avec les vieilles API. On est là, genre, ah, les gars, non, quoi. C'est quand même plus joli aujourd'hui. Alors ça y est, ES 2024, parce que on est au-delà de juin 2024, et donc contrairement en février où j'avais fait cette presse la dernière fois et où c'était alors normalement, voilà, le freeze n'avait pas encore eu lieu. Là on sait exactement, c'est une belle édition 2024, il y a pas mal de choses. Il y a le array grouping, encore un clou dans le cercueil de Lodash. Arrête d'utiliser Lodash pour tout et n'importe quoi, la moitié du temps c'est là en natif. Et en plus ton Lodash du coup va s'en apercevoir et va utiliser le natif. Donc tu as juste voilà. Et si tu utilises Lodash, tu utilises Lodash ES. Hein, arrête d'embarquer tout Lodash à chaque fois. C'est comme Moment avec tous les locales. Arrête. Il y a un truc. Arrête Moment déjà pour commencer. Même eux te le disent depuis 5 ans.
Donc, le array grouping te permet de grouper donc, un itérable, et notamment les tableaux, pour faire un objet voilà, avec des clés. Et toutes les valeurs sur ces clés-là. Donc, tu vas pouvoir grouper, par exemple, ça c'est le début des talks de cette salle. Aujourd'hui, tu vois, je customise mes slides, attention. Et tu peux les regrouper en fonction, par exemple, du main tag. Et si jamais ce par quoi tu groupes n'est pas une propriété légitime en JavaScript, c'est-à-dire une string, un number ou un symbole, et que c'est autre chose, tu peux faire un group to map, auquel cas ça va produire une map et pas un objet. Et dans les maps, n'importe quoi peut être des clés. D'accord, donc si c'est par des objets à toi, des trucs, des bidules, voilà. Donc ça c'est cool. Je vous ai prévenu, j'aimais les expressions rationnelles. Il y a un drapeau qui s'appelle le drapeau V. Qui ici connaît le drapeau U sur les expressions rationnelles? Je me casse. C'est le drapeau Unicode. C'est ce qui permet d'utiliser notamment ce qu'on appelle des Unicode Property Escape, de dire ah bah là je veux matcher tous les emojis. Si tu le fais sans le drapeau, eh bien, ta regex fait 18 écrans de long et il faut la maintenir. On a une extension de ça, qui est le drapeau V, qui permet à la fois d'avoir l'Unicode et à la fois d'avoir ce qu'on appelle les intersections de classes et les soustractions de classes. Donc ça permet d'écrire des regex comme ça qui sont très compactes et très lisibles, du style je veux tous les groupes, enfin en l'occurrence même pas les groupes là, mais tous les nombres décimaux dans quelques graphies et dans quelques scripts que ce soit, à part les ASCII là, de 0 à 9. Tu vois, il y a un double moins. Donc on a des classes imbriquées. Ou alors, je veux toutes les lettres du script Khmer, hein, donc l'écriture au Cambodge. Et je veux toutes les lettres. Donc là, j'ai une intersection avec le double E. C'est absolument l'enfer à écrire autrement. Hein. Donc personne n'essaye, en fait. Hein. On dit, bon, on ne fera pas la feature. On va laisser passer les chiffres. What could go wrong? Hein. Et là, c'est vraiment, vraiment cool. Pareil, si jamais tu as déjà eu à enrober à la main un truc pas basé promesse en truc basé promesse et tu avais besoin de résoudre un peu, d'appeler le resolve ou d'appeler le reject, genre au sein de divers événements ou des choses comme ça, c'était pas ouf pour toi à l'implémentation, parce que le seul endroit où tu avais accès en fait, à ces fonctions resolve et reject, qui décident du destin de la promesse, c'est dans le callback du constructeur. Et donc tu étais obligé des fois de les exfiltrer, tu faisais des lettres. Déjà, à chaque fois que tu fais un let, il y a un chaton qui meurt, mais tu faisais une lettre en haut, pas identifiée, puis tu le remettais, puis après, c'était dégueulasse. Donc, lorsque tu as vraiment besoin de ça, au sein de ton code à toi, maintenant, on a promis with resolvers, donc qui te simplifie ça et qui te sort à la fois la promesse et à la fois les trucs extérieurement. Et donc, ça te permet de structurer ton code de manière un peu plus élégante. Ça ne veut pas dire que tu files resolve et reject à tes appelants. Hein. Ça, c'est une rupture de l'encapsulation de la promesse. Une promesse, par définition, par ses consommateurs, est considérée en lecture seule. Mais pour l'implémentation de ton code, ça te permet d'être un peu plus joli. Et les autres trucs de S2024, c'est pour les gens parmi vous qui font genre de l'embarqué ou des bridge Rust, enfin voilà, genre tout le monde, quoi, tu vois. Des trucs qui touchent autour des array buffers, des atomics ou de ce qu'on appelle des well-formed Unicode, donc des choses d'assez bas niveau. Je ne vais pas vous faire chier avec ça. C'est hyper intéressant quand tu fais du WASM ou des choses comme ça, où tu parallélises de dingo ton code. Mais en général, nous, on ne le fait pas. C'est des libs qu'on adore qui le font, hein, genre PDFJS, PartyKit, tout ça, mais on prend la lib et tout va bien, et nous, on fait du code applicatif, en général. Hein. Alors, promesse pour de vrai du truc, ES 2025 et au-delà. À quoi s'attendre? Qu'est-ce qui va arriver? Plein de bonnes choses. D'abord, on a enfin, pareil, l'odage va crever, on a enfin plein d'utilitaires sur les collections et les itérateurs. Alors, les utilitaires synchrones, vraiment, c'est globalement sûr, ils arrivent. D'ailleurs, tu vois, j'ai même pas le point d'interrogation, donc c'est sûr. Ils ont passé le stade 4 depuis mars dernier. Ils seront officiels en 2025. Ils sont donc déjà là, a priori, dans Node et probablement Firefox, et dans tous les Chromium, donc Chrome, Edge, Brave, tout cela. On va les avoir sur les asynchrones également bientôt. Donc tous les trucs genre take, filter, map, drop, machin, tous les trucs, peut-être fais du RxJS, tu as l'habitude de ces opérateurs sur les streams, on les a en natif sur tous les itérables. Et toutes les collections, donc les maps, les sets, les arrays, etc., les strings traités comme de l'itérabilité, tout ça. Et c'est hyper cool de les avoir. On a également plein de nouvelles méthodes sur les sets. Les sets, ça reste des ensembles au sens mathématique du terme, donc tout ce qui est intersection, différence, disjonction, etc., on les a enfin. Ce qui est assez sympa aussi pour pas mal d'algos où on se base sur les sets.
C'est pas mal. Ah, les regex, encore mon amour. Micro détail, c'était un peu dommage. Les groupes de capture nommés, c'est formidable, hein, pour avoir des regex maintenables, lisibles, etc. C'est top. Par contre, il y avait un petit défaut à la con dans la spec, c'est quand tu mets une alternative, tu sais, un pipe dans une regex qui dit ça ou ça, tu n'avais pas le droit de mettre le même nom des deux côtés. Ce qui est super con parce que genre tu veux autoriser 2 formats de date. Des deux côtés, tu as l'année, le mois ou le jour, et tu n'auras jamais les deux, puisque c'est de part et d'autre de l'alternative, mais tu n'avais pas le droit de le réutiliser, c'était un défaut dans la spec d'origine. Bon, on l'a enfin corrigé en 2025, c'est promis, et donc déjà, en fait, dans 2 implémentations, ça ne pose plus de problème. Voilà, et on a également des modificateurs de regex, ça c'est mignon. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de dire ma regex, elle est case insensitive au global, sauf là. Là, c'est forcément A ou B en majuscule. Tu vois, et donc tu étais emmerdé à cause de ça. Maintenant, tu as la possibilité, au début de tes groupes, je ne sais pas si tu vois en dessous là, quand tu démarres ton groupe par interrogation tout court avant le 2 points, tu vas pouvoir faire moins ou plus des flags, en fait, et dire, alors, elle est case insensitive, sauf là, dans ce groupe-là, j'ai enlevé le flag I, et sur cette partie-là, c'est pas case insensitive et autres, et ça, c'est vachement sympa aussi. On a aussi, ça va surtout nous intéresser dans du Node et des petites choses comme ça, ce qu'on appelle les attributs d'import et les modules JSON. Donc il est enfin officiel au niveau du langage et pas simplement des runtime qu'on peut importer, par exemple du JSON. Et en fait, on va pouvoir exprimer ça. Alors, il y a cette syntaxe with. Pendant un moment, vous avez peut-être vu passer une syntaxe assert qui est dépréciée par rapport à ça. C'est une syntaxe with. Et en fait, il y a des métadonnées là-dedans, quelconques. Les runtime, l'écosystème est libre de rajouter ses propres sémantiques là-dedans, avec des trucs plus orientés plateforme. Par contre, le langage standardise d'entrée de jeu la sémantique type, qui dit, ça va être du JSON, etc. Et je ne sais pas si tu connais des entêtes Java, HTTP comme xcontent nosnif, par exemple, qui dit au navigateur, cette ressource-là est censée être du JSON. Si jamais l'autre m'envoie un GIF, t'amuses pas à dire, ah bah tiens, c'est un GIF, et hop, du coup, je l'affiche. Ou c'est du JavaScript, et du coup, hop, je l'exécute. Non, tu t'attends à ce type-là. Si c'est pas ce type-là, tu n'utilises pas. C'est un peu la même chose ici. Ça va permettre de dire, c'est censé être du JSON. Si en fait, c'est du JavaScript qui arrive et qui s'apprête à exécuter les trucs à l'initialisation du module, j'en veux pas. Donc ce truc-là est natif maintenant, ça marche aussi dans les imports dynamiques et donc également côté browser, il y a un travail en cours pour fournir des syntaxes équivalentes à la fois au niveau de l'instanciation des web workers, quand tu fais un new worker, et à la fois au niveau de la balise script, pour dire ce truc-là est censé être par exemple un type précis et il ne faut pas l'utiliser autrement. Un petit truc pratique aussi qui arrive en 2025, c'est promise.try. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça quand tu as tu veux appeler une fonction que tu es passé en callback ou n'importe quoi, et cette fonction n'est pas forcément une fonction qui envoie une promesse. D'accord ? Peut-être elle est synchrone, peut-être elle est asynchrone. Et donc ce que tu faisais pour gérer les deux, tu étais obligé de faire un truc du style promise resolve then, et passer la fonction, et du coup, elle était protégée par la sémantique de gestion des promesses, quoi qu'il arrive, les erreurs étaient capturées, devenaient des rejets, machin, etc. Même la fonction synchrone, elle envoyait une promesse accomplie, tout ça. C'était un peu moche, et surtout, on parlait d'optimisation tout à l'heure, si tu voulais vraiment optimiser de ouf, et t'éviter ce qu'on appelle un tick supplémentaire, donc un run de la file des micro-tâches en trop, t'étais foutu, quoi. Le fait de faire cet enrobage était un peu coûteux là-dessus. On parle de femtosecondes, mais c'était coûteux. Voilà. Promise.try est là, et promise.try, tu lui files une fonction, et voilà. Si elle est synchrone, tu as la garantie que promise.try va te renvoyer ce résultat là, dans ton tick, en synchrone. Si elle est asynchrone, même si tu fais un await dessus, en fait, si tu await promise.try une fonction synchrone, tu as le résultat immédiatement dans le tick courant. Et si elle est asynchrone, du coup, effectivement, ton await se comportera normalement. Donc, c'est assez sympa aussi pour être un peu plus libéral dans ce que tu acceptes. Pas exiger de prendre du async, voilà, des choses comme ça. Et d'ailleurs, alors cette fois-ci, voilà, on est dans les points d'interrogation. Vous voyez qu'il y a les numéros de stade en face. On a href from async qui est au stade 3 actuellement. Il a de très bonnes chances de passer stade 4 avant le gel prochain. Et en fait, c'est un petit utilitaire pareil où en fait, tu as un itérable asynchrone en face, un flux, un émetteur d'événements, voilà, des choses comme ça, un timer, un set intervalle mode promesse, ce genre de choses. Et en fait, tu veux le transformer, tu veux le consommer. Et en faire un tableau. Et traditionnellement, tu aurais fait ça avec une boucle genre for await, qui aurait fait les push et les push et les push et qui aurait renderé. C'est très fréquent. Et en fait, on a un utilitaire, tu vas faire un await href from async et voilà, ça va être réglé. Donc ça, c'est sympa. On a un truc vraiment cool pour les gens notamment qui font du Node, mais pas que. Les gens qui font des trucs un peu velus dans le browser aussi. C'est ce qu'on appelle
l'explicit resource management dans le nom de la spec. Alors, il y a des Javaïs dans la salle? Bah oui, hein, donc le try with resources, hein, voilà, Java 8, notre ami, tout ça. C'est s'il y a des C-sharpistes, et je sais qu'il y en a, j'en ai entendu, ils étaient tristes. C'est le using, c'est le with de Python, etc., etc. Donc c'est quelque chose de vraiment utile qui te dit, bah voilà, tu es en début de scope, tu vas allouer une ressource externe. Tu veux t'assurer que quoi qu'il arrive, quand ton scope se termine et qu'il est garbage collecté, que ce soit un bloc de boucle, que ce soit une fonction, etc., c'est nettoyé. C'est nettoyé garanti, y compris quand il y en a plusieurs, même si le nettoyage de l'une déconne, ça n'empêche pas les nettoyages des autres, etc. Avant, on était obligé de faire des try finally imbriqués dans tous les sens pour ça. C'était l'enfer, souvenez-vous, Java 5 et compagnie. Et en JavaScript encore récemment. On a cette syntaxe qui nous vient tout droit de C#. Qui est le using. C'est pas la première fois qu'on prend les syntaxes à C#, async await, typiquement. Et ça marche en synchrone et en asynchrone. Donc tu vas pouvoir en début de bloc, là j'ai mis une fonction, mais ça peut être même un bloc if ou n'importe quoi, préciser comme ça des using. Tu peux avoir des combinaisons rigolotes de synchronie et d'asynchronie. Tu peux avoir des await using, enfin voilà des trucs. Et tu as la garantie que ces trucs-là vont être correctement nettoyés quoi qu'il arrive à la fin. Dans l'ordre inverse, évidemment, de leur allocation. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Node s'en sert déjà en interne dans l'implémentation de plusieurs choses. Donc c'est vraiment, vraiment bien. C'est basé sur 2 nouveaux symboles. Hein, je ne rentre pas dans ce que sont les symboles CA depuis ES 2015. Si le sujet vous intéresse, avec un peu de chance, on aura de la place pour les questions. Et de toute façon, je suis là après. Trouvez-moi au déj. Je serai sans doute près du stand Doctolib. Et ces 2 nouveaux symboles, symbole dispose pour les nettoyages synchrones, symbole async dispose pour les nettoyages asynchrones. Dès l'instant où ton objet implémente ces symboles-là, eh bien, il est utilisable avec ces syntaxes-là. Exactement comme le fait d'implémenter symbole itérator fait que tu deviens un itérable, ou symbole async itérator, tu deviens un itérable asynchrone. Même chose. Donc c'est déjà implémenté dans le browser et dans Node par notamment tout ce qui est timer, donc cet intervalle, etc. Les flux et dans Node pour tout ce qui est event emitter également, lorsqu'il y a le dernier subscriber est dégagé, etc. Donc c'est vraiment cool. Je suis obligé de vous parler de Temporal. Temporal, on l'attend depuis 10 ans. Temporal, c'est le serpent de mer. Chaque année, on dit, est-ce que ça sera pour cette année? Temporal évolue quand même encore. Il a beau être au stade 3 depuis longtemps. L'API a quand même rechangé, alors que normalement, au stade 3, ce n'est plus le cas. Et Temporal, c'est une tuerie sans nom. Quand Temporal va enfin être là, vous pouvez jeter par la fenêtre avec délectation DateFN, DJS, Moment, Luxon, etc., etc., et avoir une API en béton armé. C'est pas pour rien qu'elle prend du temps, c'est qu'en fait, le périmètre des problématiques est gigantesque. Comme le dit l'adage, un vrai ami ne laisse jamais un ami coder un calendrier. Voilà. Donc, force aux gens qui maintiennent React Big Calendar notamment. Je vous montre 2-3 petits exemples de rien du tout, mais allez sur le cookbook, allez sur le playground, je viens de vous niquer votre journée. Pas aujourd'hui, mais c'est un rabbit hole de « Ah, trop bien ». On va prendre par exemple un time. Alors time, c'est 1 heure sans la date déjà. C'est juste la notion absolue d'1 heure dans la journée. Elle n'a pas de time zone, celle-là, elle est plain. Donc on va dire 10h du mat. Et on va prendre 2 meetings. Donc pareil, ce sont des dates sans l'heure, cette fois-ci. Du coup, je les combine avec cette heure qui a été factorisée. Le 1er janvier 2024 à cette heure-là. Le 1er avril 2024 à cette heure-là. Je vais prendre une time zone, Europe-Paris. Alors évidemment, pas CEST, arrêtez avec ces trucs ambigus de merde. Il y a plusieurs time zones CEST, par exemple. Prenez les vrais noms. Alors pour le coup, c'est vrai que Europe-Paris, Europe-Berlin, Europe-Paris, Europe-Madrid, Europe-Bruxelles, c'est la même, mais c'est chez toi. T'es content? Il n'y a pas Europe-Nantes, je suis désolé. Et donc, tu vois, je prends le meeting 1, je lui dis, OK, tu vas être dans telle time zone, et je veux le moment instantané que ça représente. Ce moment instantané va être normalisé en UTC. Et tu vois que donc c'est 9h du matin en UTC, en fait, ce jour-là. Si dans Paris c'était 10h, en UTC évidemment c'est 1h parce qu'on est à l'heure d'hiver. Alors que si je lui dis oui mais alors en avril, il va me dire en UTC il sera 8h puisque on est en heure d'été à ce moment-là, le 1er avril en France. Et donc évidemment c'est 8h en UTC. Beaucoup plus rigolo, on va prendre une zone dead time, donc on va calculer des vols. Qu'on ne prend pas bien sûr parce qu'on est conscient de notre empreinte carbone, mais on est là pour... pour que ça ait l'air crédible qu'on est conscient de l'empreinte carbone, notamment j'ai pas mis Dubaï. Et donc tu vois, on va dire, voilà, il y a un vol, il part, tu vois, le 8 mars 2020 à 11h55
de Hong Kong. Il arrive le 8 mars 2020 à 9h50, la magie des time zones, hein, à Los Angeles. Et c'est quoi sa durée? Alors on va dire que tu n'as pas de lib, et vas-y. Tu sais, on dirait un technical interview de connard chez Google en cycle 4, tu sais. Tu sais. Et en fait, ça va te dire, donc ça, si tu ne connais pas ce format PT et tout, c'est le format ISO 8601 pour les durées. Et il va te dire, bah, c'est 12h55 minutes. Alors ça, c'est la version string, mais évidemment, c'est un objet que tu as avec tous les détails, etc. Donc ça, trop cool. Maintenant, imagine, je vais dire, on va faire l'inverse. On va dire que je vais faire un vol de 14h10 minutes. Tu as le droit de le mettre en 850 secondes, mais ça fait chier. Hein. Donc tu vas dire 14h10 minutes. Et tu dis, ce vol, il part du même moment, hein, il part du même départ, et il y a 14h10 minutes, et il arrive à Paris, et à Paris, il sera quelle heure? Et il va dire, pas de problème, on sera le 8, il sera le 9h05. C'est mignon quand même. Et c'est 2% de la surface de l'API. Et vas-y, fais-le avec Moment2DataFN, tu vas voir. Hein, on en reparle après. Voilà. Toujours les regexp. Il manque un truc qu'on avait tous recodé à la main comme des nazes en utilisant des regexp. So méta. Regex Escape. On était peut-être le seul langage qui a les regex, mais qui n'avait pas l'échappement natif des regex. Voilà, ça y est, on l'a. Il était temps. Parce que c'est saoulant, en vrai. Hein. Les décorateurs. Perso, je m'en... Voilà. Hein? Ouais. Mais, d'autant qu'aujourd'hui, on fait du TypeScript. On les a en TypeScript. Mais l'équipe TypeScript sont tristes parce que c'est eux qui doivent les implémenter. Et de manière compatible, évidemment. Hein. Donc, il y a des décorateurs en TypeScript. Et tu en as besoin. Mais ça veut dire que tu fais de la PO. Ce qui n'est pas toujours la meilleure approche. Moi, je suis très programmation fonctionnelle, par exemple. Ceci dit, il y a des très bons frameworks, genre Nest. Et il y a des frameworks, genre Angular, qui se basent beaucoup sur les décorateurs. Donc voilà, ce serait bien qu'on les ait nativement à un moment donné. On a simplifié beaucoup, on a réécrit de zéro les décorateurs. C'est pour ça, normalement, on aurait dû les avoir il y a 4 ans. Quoi. Et true story, quoi. Vraiment, dernier meeting, le meeting où ça devait passer stade 4, dernière minute, il y a un mec qui lève le doigt et qui fait il y a un bug là dans la spec. Là, tu as 35 personnes qui font « Dude !» Et genre un bug, mais un bug, genre « Ah, en fait, il faut tout repenser de zéro. » Tu vois. Merci Stéphane. Tu vois. Et du coup, au passage, on a vachement simplifié l'aspect, parce qu'à la base, tu pouvais décorer des constantes comme ça au milieu de nulle part, tu pouvais décorer des... Voilà. Non, maintenant, on a fait... En vrai, les use cases, c'est décorer les classes, les méthodes, hein, c'est ça le truc. Et donc, on a fait ça. Et l'idée, c'est que le langage fournit la syntaxe, fournit le mécanisme syntaxique, fournit également, je crois, un décorateur officiel. Et ensuite, c'est l'écosystème qui fournit tous les décorateurs qu'on veut. C'est comme les taggers de templates literals, c'est pareil. Et donc, c'est vraiment open bar, quoi. Et c'est, du coup, effectivement, c'est une bonne manière de faire de l'AOP quand tu travailles avec des classes. Donc, voilà, quand tu es dans ce contexte-là, c'est pas mal. Les Shadow Realms. What? Alors, autant les décorateurs, tout le monde était là, genre, attends, Shadow Realms. Alors, les Shadow Realms, on dirait déjà, en vrai, on dirait une bonne série de bouquins de fantasy. En vrai. Hein. On avait les Forgotten Realms il y a très longtemps, maintenant les Shadow Realms. Prochainement sur Netflix. Et en fait, donc, derrière ce nom un petit peu obscur se cache le terme realm en JavaScript et dans différents langages, il est extrêmement installé. Ça désigne en fait le contexte intégral d'exécution. D'accord, dans lequel tu as tes scopes, tes machins, etc., les globals, etc. Quelque chose qui y ressemble un peu, peut-être tu fais du Jest ou du Vitesse, tu as cette notion d'environnement, surtout dans Jest qui moque l'univers et du coup ça fait chier, ça se rapproche un peu d'un realm. Et c'est justement là que c'est intéressant, ça va nous donner une vraie API programmatique pour contrôler vraiment des sandbox blindax d'exécution de code JavaScript. Donc on va pouvoir décider quels sont les globals de la lib standard et les éléments de lib standard qui sont dispo dedans, quelles implémentations, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, c'est forcément du mode strict, etc. Et tu as une garantie ironclad que ce qui s'exécute là-dedans, c'est comme Las Vegas, ça reste dedans. Hein. Évidemment, tu te doutes que les gens qui font des EDI en ligne, hein, donc voilà, code.dev, github.dev, machin, code sandbox, code pen, sandpack, en veux-tu, en voilà, tous ces trucs-là, ils suivent ça, mais genre de près. Hein, parce que ça va radicalement simplifier et optimiser cette partie critique de leur truc, qui est l'exécution sandboxée, qu'ils sont obligés de faire aujourd'hui avec des trous, de manière un petit peu compliquée. C'est pour lui qu'on a inventé le stade 2.7, il y est toujours. Je
pense pas qu'on atteindra le stade 4 d'ici mars, hein, très clairement, mais il y a de bonnes chances qu'il soit officiel en 2026. Et ça va être vraiment, vraiment cool. Tous les gens qui utilisent des moteurs de script pour des plugins utilisateurs, par exemple, pareil, pour pouvoir les exécuter de façon extrêmement sandboxée, ça c'est vraiment bien. Et sans perte de perf. Petit utilitaire à la con qui va débarquer en 2026, je pense pas qu'il sera là d'ici 2025, simplement parce qu'il n'est pas prio en ce moment, c'est iterator.range, pareil, petit utilitaire, tu sais, de là, à raison d'un incrément de temps, fin exclusive ou pas, poum, voilà, tu vois, truc basique. Ouais. Alors, la programmation fonctionnelle, c'est le bien. Et la programmation fonctionnelle, notamment, pour que vraiment elle torche, elle est basée sur une notion qui est l'immutabilité. Hein, vous avez vu que ça nous donne des trucs très cool, des choses comme Redux ou machin. L'immutabilité, ça nous permet notamment de mettre en place des algos extrêmement optimisants, puisque au lieu de comparer en profondeur les objets, on peut juste faire triple égal. Triple égal, c'est un cycle processeur. Hein, d'accord, donc ça va très vite. Même sur les bécanes de 2012. Et donc on a deux types natifs. Il y a déjà le playground, il y a déjà du polyfill, il y a déjà la transformation Babel, vous pouvez jouer avec, qui sont les records, donc les objets immutables en profondeur, et les tuples, les itérables immutables en profondeur. La syntaxe des littéraux elle est très simple, c'est comme les versions mutables avec un dièse devant. Il y a tout ce qu'il faut pour passer facilement de la version mutable à la version immutable et inversement. Tous les immutables sont manipulables dans les API immutables des versions mutables. Rien qu'en le disant, je me suis dit non. Mais par exemple, voilà, tu fais Object Entries, c'est conçu pour travailler sur un object, tu lui files un record, il est content. Il va te renvoyer un record avec les entries, etc. Et on a, cerise sur le gâteau, évidemment, JSON parse immutable, qui est juste JSON parse avec le reviver qui va bien, mais qui est déjà fourni. Et c'est extraordinaire. Et ça, notamment pour tous nos petits frameworks chéris, qui passent leur vie à essayer de faire du DOM diffing, mais du coup c'est long, mais du coup en fait ça on peut pas le... Et alors au niveau des dépendances de use effect, qu'est-ce qui se passe si elle n'est pas référentiellement stable et patati et patata, et je déclenche un truc dans le web worker à côté pour essayer d'optimiser off the main thread et tout, et là ils arrivent, ils font est-ce que c'est le même VDOM triple égal? Non, bon allez. Donc ça va vraiment vraiment changer la vie, et notamment évidemment nos amis de chez Angular, Vue, React et tout pareil, attendent ça avec impatience, et ça avance bien, je pense pas 2025, mai 2026. Et en attendant, si tu veux ça, TypeScript est au courant. Hein, donc au niveau des typages, par exemple, pour lui, tu es automatiquement un peu comme un read-only array, tu vois, ce genre de choses. Et on a déjà des trucs pour jouer avec dès maintenant, en attendant que ce soit natif. Et ça, c'est trop cool. Les signaux. C'est la super hype de 2023-24, les signaux. Pourquoi React, il n'a pas les signaux? Voilà, parce que c'est totalement incompatible avec son paradigme de base, hein, tout simplement. Et aussi, si vous arrêtiez de faire de la merde avec UseEffect, ça irait mieux. Oui, fondamentalement. Mon truc, il est rendu 15 fois. Oui, mais tu fais n'importe quoi. Donc, voilà. Il y en a 15 qui se sentent personnellement offensés par ce que je viens de dire. Tu sais ? Donc les signaux, principe relativement simple, hein, c'est une variable réactive, en gros. Hein. C'est un truc où si tu le modifies, le moteur est au courant. Il va notifier d'autres gens dans le code. Hein, c'est de la réactivité. Eh bien, on est en train de les standardiser. Tu te doutes évidemment que les implémentations des signaux dans Solid, dans Recoil, dans Zustand et tout, à partir de là, se basent bizarrement sur la version native, qui bizarrement est plus rapide que la leur. Et donc, on a une API qui est en cours de standardisation avec un signal state, des calculs de computid, machin, la capacité à mettre en place ensuite, nous, où on veut, une gestion d'effets qui va se baser là-dessus. Et donc, le système fournit les principes de base des atomes de base, fournit dans une partie qui va s'appeler sûrement signal.subtle, un peu comme dans le web crypto, où l'implémentation de base elle est dans crypto-subtle, une implémentation proposée, notamment pour le watcher et des choses comme ça. Mais ça va être très ouvert, en fait. On va vraiment fournir, comme beaucoup de standards JavaScript aujourd'hui, des primitives de bas niveau, et laisser l'écosystème construire tous les use cases de haut niveau qu'il a envie, hein, ce qui est un peu comme Service Worker, par exemple, qui est beaucoup plus intéressant que, pour ceux qui l'ont vécu, Application Cache, hein, puisque en fournissant des primitives de bas niveau, on laisse l'écosystème construire toutes les briques de haut niveau dont on a besoin, et on a beaucoup plus de flexibilité. Ça vient d'arriver, c'est stade 1. J'ai chroniqué mon truc nickel, il y a plein d'autres choses, mais du coup, voilà, on a 12 minutes pour ceux qui n'ont pas assez faim pour poser des questions. Merci de votre attention. Vous avez le QR code
de l'Open Feedback. Et vous avez surtout le lien bit.ly/devfest-ES 2026. Les slides sont dessus.